merci à Laurent Petiti pour l'organisation de ce colloque sur l'Europe qui protège. Nous vous renvoyons au site internet pour bénéficier des diffusions de toutes ces interventions. Alors, ce e-débat est le premier d'un cycle sur l'actualité européenne que lance le Conseil national des barreaux à l'occasion de la présidence française de l'Union européenne pendant le premier semestre 2022. Parmi les sujets qui ont été arrêtés, et donc j'ai l'honneur et le plaisir de vous informer que figurent les thèmes suivants. Le premier, donc, c'est la sortie de crise et l'harmonisation par le droit, avec le projet de Code européen des affaires. Le deuxième e-débat aura trait au discours de haine et la question de la régulation des contenus en ligne, avec notamment la régulation européenne. Le troisième e-débat aura trait au droit pénal européen dans le contexte du procureur européen et de l'Organisation des droits de la défense après l'instauration du procureur européen. Le quatrième aura trait à la protection de l'État et de droit en Europe, avec notamment un panel sur la jurisprudence, un retour sur la jurisprudence de la CEDH. Le cinquième aura trait à l'entreprise des droits humains. Et le sixième aura trait aux enjeux européens et internationaux de la fiscalité. Voilà. Donc je compte sur vous pour suivre et nous retrouver à l'occasion de ces prochains e-débats. Et je vous remercie de votre participation et de votre attention. Merci. Monsieur le président de la délégation des barreaux de France, monsieur le conseiller Huette, mesdames, messieurs les membres du Conseil national des barreaux, mes chers confrères, chers amis, chers participants et à tous ceux qui nous regardent. Vous dire que je suis particulièrement heureux de vous accueillir à ce premier échange européen organisé par le Conseil national des barreaux dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. La profession est pleinement mobilisée, notamment grâce au colloque labellisé et organisé, et je l'en remercie, avec l'aide précieuse de la délégation des barreaux de France et Laurent Petiti, le 12 janvier dernier à Strasbourg, ou encore grâce à l'appel de Paris, présenté par Laurent Martinet, vice-président élu du Conseil national des barreaux, que nous avons voté lors de l'Assemblée générale de ce Conseil national le 14 janvier dernier. Comme j'avais pu l'évoquer à cette occasion, cette présidence de l'Union européenne par la France nous fournit précisément l'occasion de regarder notre Europe en face. L'Europe, continent de justice, fondée sur le droit et habitée par le droit, est menacée de l'intérieur. Elle est considérée par beaucoup de nos concitoyens comme la menace, et en ce sens, cette question de menace est parfois bêtement relayée par un certain nombre de politiciens ou de candidats même à la présidence de la République. Nous devons, nous, avocats, affronter la réalité en face. Cette Europe qui doit nous protéger, qui doit protéger les citoyens contre les injustices, est parfois considérée par beaucoup comme intrinsèquement injuste. D'après un sondage Conseil national des barreaux IFOP, réalisé en partenariat avec la Fondation Jean Jaurès et l'Institut Montaigne, 71% des Français estiment que le phénomène des injustices est en augmentation dans le pays. 77% de nos concitoyens ont l'impression que les libertés et les droits fondamentaux ont tendance à reculer. 64% des Français, enfin, n'ont pas confiance en la justice. Ce vague à l'âme de l'injustice qui touche nos concitoyens se traduit par un phénomène qui sape le cœur de nos démocraties, le renoncement au droit au singulier et au droit au pluriel. Les Français renoncent à leur droit de vote, 65% d'abstention aux dernières élections. Les Français renoncent à leurs droits sociaux, un tiers des Français éligibles n'ont pas recours aux aides sociales. Les Français renoncent à porter plainte et 66% d'entre eux justifient ce renoncement par un soupçon d'inefficacité de la part de l'institution judiciaire. Pour parler d'Europe, il faut parler des citoyens, il faut parler des Européens et de leur rapport à ce que nous représentons, le droit, la justice. Comment l'Europe peut-elle lutter contre les injustices si elle est considérée comme l'une des sources de ces mêmes injustices? Ce qui est en jeu dans les prochains mois n'est ni plus ni moins
que la permanence de notre corpus européen de droits fondamentaux. Le Conseil national des barreaux a et va solennellement continuer de profiter de la présidence française de l'Union européenne pour lancer un appel à tous les avocats de l'Union européenne, un appel à tous les citoyens européens. Cet appel, appel de Paris, aura vocation à être repris par tous les barreaux européens. Il doit être l'occasion de rappeler notre attachement à l'état de droit et notre soutien à tous ceux qui le défendent partout en Europe. À nous de faire connaître à nos concitoyens les avancées européennes, ses garanties, ses promesses pour l'avenir. Nous avons la lourde responsabilité de plaider au grand jour, urbi et orbi, pour sauver littéralement l'état de droit européen et ses institutions, qu'elles soient politiques ou judiciaires, le sauver des mauvais discours et des tentations faciles, le sauver de la démagogie, mais aussi parfois, mettons-nous nous-mêmes en cause, aussi parfois de notre propre indifférence, voire de notre indolence. À nous de plaider, nous autres avocats, nous savons le faire, et nous allons le faire ensemble pour sauver ce que Victor Hugo appelait la paix de l'Europe. Cet investissement, nous le concrétiserons par des actions auprès de nos décideurs et législateurs européens et nationaux dans le grand domaine de la transformation juridique. À cet égard, nous vous proposons de restituer une synthèse des réflexions en cours dans 3 grands domaines abordés le 12 janvier à Strasbourg: les garanties procédurales, la lutte contre les intimidations judiciaires, la protection des droits et des personnes exilées, la responsabilité sociétale des entreprises. Avant de céder la parole, je tiens à remercier les élus du Conseil national des barreaux qui se sont mobilisés pour ce lancement de cycle de e-débat labellisé Présidence française de l'Union européenne. Merci à Jacques Taquet, président de la Commission des affaires européennes et internationales, à Marion Couffignal, présidente de la Commission droit et entreprise, Mathieu Boissavy et Hélène Gacon. Merci à vous tous. Merci, monsieur le conseiller, d'être présent aujourd'hui. Bon débat à toutes et à tous. Merci, Monsieur le Président, pour ce message plein d'espoir, très porteur. Vous l'avez rappelé, depuis le 1er janvier de cette année, la France préside le Conseil de l'Union européenne et la profession d'avocat a souhaité être un acteur de cette présidence, car il nous a semblé que nous pouvions porter des sujets qui nous tiennent à cœur pendant cette présidence. Et c'est un petit peu ce qui a motivé l'organisation de ce premier colloque, vous l'avez dit, ce colloque qui s'est déroulé à Strasbourg le 12 janvier dernier, où nous avons souhaité, en quelque sorte, à travers les sujets qui ont été retenus pendant cette journée, essayer de coller aux priorités de la présidence française de l'Union européenne en matière de justice. Alors, nous le savons, une présidence du Conseil de l'Union européenne, tout ne peut pas être résolu, tous les textes ne peuvent pas aboutir dans l'espace des 6 mois qui sont dévolus à cette présidence, puisque la présidence, en fait, c'est une période de 18 mois avec les présidences successives qui succéderont donc à la présidence française. Mais la France a véritablement souhaité que certains thèmes importants puissent faire l'objet, si ce n'est d'un accord, tout au moins d'un avancement, sachant que les sujets qui sont à l'ordre du jour de cette présidence française sont tout à fait importants. J'évoquerai simplement la question du numérique avec le DSA et le DMA, où la France, je crois, souhaite arriver à un accord avant la fin de ce semestre, et évidemment d'autres questions importantes qui vont vous être successivement évoquées par nos 4 orateurs, et je prendrai principalement les questions relatives à la haine, la discrimination aussi, qui est une des priorités de la présidence française. Et donc nous le voyons, le programme de la France est ambitieux, et il faut être ambitieux pour arriver évidemment à porter les projets qui trouveront une solution pendant cette présidence. Et je crois que
la volonté de la France et la volonté du président de la République a été effectivement au cœur de ce slogan « Relance, puissance, appartenance », de vouloir effectivement donner un coup d'éclat à cette présidence française de l'Union européenne. Donc, l'objet de ce premier débat, et je remercie le Conseil national des barreaux d'avoir eu effectivement cette idée, ce sont des e-débats labellisés par la présidence française de l'Union européenne, et ces e-débats successifs viendront en quelque sorte essayer de profiter de ce temps qui nous est donné pour présenter les différentes thématiques qui sont au cœur effectivement non seulement de cette présidence, mais aussi des combats que portera la profession d'avocat pendant toute cette présidence française de l'Union européenne et au-delà, et le président l'a rappelé, la question des injustices est véritablement au cœur de notre profession et au cœur des combats que nous menons tant à l'échelon national qu'à l'échelon européen. Donc, pour revenir sur ce colloque du 12 janvier, nous avons la chance de recevoir 4 intervenants qui vont successivement évoquer les thématiques qui ont été au cœur de cette journée. Et je voudrais donc à mon tour les remercier, que ce soit Laurent Huet, qui est le conseiller justice auprès de la représentation permanente de la France à Bruxelles, mais également les élus qui nous font vraiment la joie d'être là, Hélène Gacon, Marion Couffignal et Mathieu Boissavy. Donc successivement, ils vont intervenir pour rappeler un petit peu quelles ont été les thématiques qui ont été évoquées pendant cette journée du 12 janvier. Et je passerai tout de suite la parole à Laurent Huet, qui évidemment nous évoquera la première table ronde qui a été consacrée aux garanties procédurales. Laurent, je vous cède tout de suite la parole. Merci beaucoup, Laurent. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, puisque, comme j'avais eu l'occasion de le dire lors de ce colloque du 12 janvier dernier, entre gens de justice appartenant à la même communauté de travail, c'est pour ça que vous me permettrez de vous appeler mes chers collègues. Ce que je me propose de faire, effectivement, c'est de synthétiser un peu la teneur de ce que j'avais pu indiquer lors de ce colloque à Strasbourg, pour laquelle vous m'aviez fait l'honneur de m'inviter. Évidemment, plutôt sur un axe Union européenne, et je me garderai effectivement de paraphraser de manière incorrecte et surtout moins pertinente ce que Mathias Guillaumard notamment avait indiqué plutôt côté Conseil de l'Europe, Cour européenne des droits de l'homme, ainsi que Maître Attias sur sa thématique plus spécifique des garanties procédurales au profit des mineurs, même si bien évidemment celle-ci s'articule, que ce soit la dimension Conseil de l'Europe, garantie procédurale, entre le droit de l'Union et le droit tel qu'il est garanti par la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ça s'articule étroitement par ce dialogue des juges, sur lequel je reviendrai très fugitivement, ainsi que bien évidemment tout ce que Maître Attias avait indiqué concernant les garanties procédurales au profit des mineurs, qui est l'une des mesures qui a été mise en œuvre par l'Union européenne dans le cadre de cette fameuse feuille de route sur les garanties procédurales, ces diverses propositions législatives qui se sont égrenées de 2010 à 2016 pour schématiser. Tout de suite, je rentre dans le vif du sujet pour ne pas dépasser mon temps de parole, comme je l'avais fait notamment le 12 janvier. Pour reposer le débat très clairement, c'est ce que j'avais indiqué, pour savoir où nous en sommes et où on va, c'est également pertinent, me semble-t-il, de savoir d'où l'on vient. Et c'est ce que j'avais souligné, tout le monde le sait, c'est que les garanties procédurales, c'est un peu une idée neuve en Europe, au sens de l'Union européenne, des ex-communautés économiques européennes, puisque, bien évidemment, le projet européen s'est bâti initialement sur une intégration économique. Et si finalement, assez tardivement,
une dizaine d'années après l'avènement de la Communauté européenne par le traité de Rome en 1957, que la Cour de justice des communautés européennes à l'époque, à Luxembourg, s'empare de cette thématique des garanties procédurales, mais plus globalement des droits fondamentaux sous l'angle des principes généraux du droit, par deux grands arrêts, 1969 et 1970. Voilà, la Cour de justice précise que le droit de l'Union est respectueux des droits fondamentaux qui sont des principes généraux du droit inhérents à son fonctionnement. Et donc, dans les années qui suivent, le constituant, par le traité de Maastricht et le traité d'Amsterdam, prendra le relais et prévoira dans les traités des dispositions sur les droits fondamentaux qui sont garantis dans le droit de l'Union et dont, bien évidemment, la Cour de justice doit être le gardien, de même que la Commission en tant que gardienne des traités, dans le cadre de ces propositions législatives. Il faut avoir ça, je pense avoir ça en tête pour savoir d'où l'on vient, sachant qu'en matière de garantie procédurale plus spécifiquement, donc des garanties que les justiciables, quelle que soit leur place dans le procès, notamment dans le procès pénal, donc les garanties qu'ils ont, auxquelles ils ont droit, tout cela, ces garanties procédurales, vraiment cette thématique obtient une densité juridique, une effectivité au début de la décennie 2000, tout simplement par l'émergence d'outils de coopération judiciaire. Sous l'empire de l'ex-troisième pilier justice-affaires intérieures, vous savez, ce fonctionnement de l'Union européenne avant le traité de Lisbonne en pilier, avec une partie justice-affaires intérieures intergouvernementale, avec un outil qui s'appelle la décision cadre, qui permet à la Commission de légiférer. Alors, de légiférer de manière un peu compliquée, puisque la décision cadre nécessite que le Conseil se mette d'accord à l'unanimité. Donc, chaque État peut avoir un droit de veto, donc avec parfois une ambition législative perfectible, puisque voilà, chaque État donc, peut avoir son droit de veto. Toutefois, c'est au début de cette décennie 2000 que des outils de coopération judiciaire se mettent en œuvre, et notamment celui qui est encore d'une grande effectivité actuellement, le fameux mandat d'arrêt européen, la décision 4 de 2002. Qui dit coopération judiciaire dit également respect de deux principes cardinaux qui sont les bases, les fondements de la coopération judiciaire, à savoir la confiance légitime et la reconnaissance mutuelle. Si, et je vais rester sur mon exemple du mandat d'arrêt européen, si une autorité judiciaire accepte de remettre une personne qui réside sur son sol et éventuellement même l'un de ses nationaux, en rompant ainsi avec le sacro-saint principe selon lequel un État ne remet pas ses nationaux dans le cadre d'une procédure d'extradition. Là, dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen, c'est possible, mandat d'arrêt européen qui, dans l'espace européen, donc, se substitue à l'extradition. Si donc un État requis, une autorité judiciaire accepte de remettre cette personne, c'est bien évidemment qu'il considère que l'État d'émission, l'État requérant, a un système judiciaire avec des garanties procédurales au moins aussi efficaces, aussi respectueuses des droits fondamentaux que le sien. Bien évidemment, ce n'est pas forcément le cas puisqu'il y a disons, un peu un patchwork, en tout cas des systèmes encore assez homogènes en matière de garantie procédurale. Raison pour laquelle la Commission européenne, pour garantir cette pleine effectivité de ces outils de coopération judiciaire et donc ce respect des principes de reconnaissance mutuelle et de confiance légitime, décide de légiférer au milieu de la décennie 2000, avec une grande décision cadre sur l'harmonisation minimale, la création d'un socle minimal en matière de garantie procédurale. C'est un échec. Peut-être la Commission était trop ambitieuse au regard du paysage institutionnel, comme je vous l'ai indiqué, de l'unanimité au Conseil, et un Parlement qui ne donne qu'un avis, mais qui n'est pas co-législateur. C'est un échec. Plusieurs sessions de négociation se succèdent, mais force est de constater que le projet ne peut pas aboutir. La Commission européenne donc, change sa stratégie en 2009 et décide de procéder par étapes. Et c'est cette fameuse feuille de route sur la garantie procédurale que le Conseil de l'Union européenne, en novembre 2009, décide et qu'elle confie finalement, ce sont des conclusions du Conseil, et donc il demande à la Commission européenne de légiférer, mais de manière séquencée, de manière
graduelle, avec une multitude de garanties procédurales faisant l'objet chacun d'une proposition de directive. Le contexte est très favorable, puisque c'est le début également du nouveau programme dit de Stockholm, donc un peu le plan quinquennal pour la justice qui est décidé par le Conseil européen. Le paysage institutionnel a changé par le traité de Lisbonne, par l'entrée en vigueur du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne le 1er décembre 2009, qui fait glisser l'ancien troisième pilier justice-affaires intérieures dans le droit de l'Union, une communautarisation, même si maintenant le terme est impropre, ce qui fait que la législation, l'élaboration de législation en matière de justice, notamment pénale, on regarde les nouveaux articles 82 et 83 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 82 pour ce qui concerne les garanties procédurales, 83 sur l'harmonisation du droit pénal matériel. Maintenant, celle-ci se fait à la majorité qualifiée et en co-législation, en tout cas en codécision avec le Parlement européen qui est le co-législateur. Donc cela permet effectivement d'avoir une ambition législative plus conséquente puisque les États n'ont plus leur droit de veto, puisque c'est la majorité qualifiée au Conseil. Donc ces graines, comme je l'ai indiqué, de 2010 à 2016, une multitude de propositions de directives que la commissaire à la justice, Madame Viviane Reding, qui a également le rang de vice-présidente de la Commission, ce qui est symptomatique du poids que la justice a pris. D'ailleurs, autre élément symptomatique, c'est que initialement, au niveau de l'administration de la Commission, la justice était mêlée aux affaires intérieures dans une grande direction générale. En 2010, est créée une direction générale de la justice parfaitement autonome. Voilà, le mouvement est lancé. Il y a une légitimité politique avec cette feuille de route sur les garanties procédurales et une base juridique avec ce nouveau traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et notamment cet article 82 du TFUE. Les garanties procédurales se succèdent avec des directives sur lesquelles je ne reviens pas, qu'on a tous en tête, sur l'accès à l'avocat, sur la prise en compte des personnes vulnérables dans les procédures pénales, sur la présomption d'innocence. Voilà, pas moins de 6 textes qui ont été transposés en droit français et pour lesquels désormais, depuis plusieurs années déjà, la Commission contrôle d'une part la lettre de la transposition, donc l'introduction dans les ordres juridiques internes, mais également, et serais-je tenté de dire même surtout, la mise en œuvre pratique effective de cette législation européenne. Alors, quel bilan en tirer? C'est que, nonobstant cette procédure législative ordinaire au niveau de l'Union, qui est quand même basée sur le consensus. Certes, c'est la majorité qualifiée, in fine, on peut voter, des minorités de blocage, mais au Conseil, tout se fait par consensus. Et le consensus doit ensuite se faire avec le Parlement européen, dans le cadre de ces fameux trilogues. Et donc, qui dit consensus dit parfois effectivement compromis, bien évidemment c'est le cas. Néanmoins, je pense qu'on peut considérer que ces garanties procédurales mises en œuvre par ces 6 textes sont quand même assez ambitieuses. On crée un socle minimal de garanties qui est conséquent et qui permettent de considérer que la confiance légitime et la reconnaissance mutuelle est très opérationnelle et très effective. La Cour, que ce soit la Cour de justice de l'Union européenne, mais également, de manière un peu plus nouvelle dans le cadre de ce dialogue des juges, la Cour européenne des droits de l'homme, dans le cadre parfois de son examen d'un recours qui est relatif à la mise en œuvre du droit de l'Union tel qu'il a été transposé par un État membre du Conseil de l'Europe, et donc par ce jeu de garantie procédurale. Je vous renvoie à l'arrêt Bosporus contre Irlande de 2005, avec ces passerelles entre droit de l'Union et droit de la Cour de Strasbourg. Donc la jurisprudence de ces 2 cours a permis également de combler certaines zones grises et de faire s'élever également le niveau des garanties procédurales. Prenons deux arrêts récents, un arrêt Aragnosi-Caldararou de 2016 de la Cour de justice de l'Union européenne et plus récemment un arrêt Moldovan contre France, un arrêt de mars 2021 de sa voisine strasbourgeoise, donc la Cour européenne des droits de l'homme. Et que nous disent ces 2 arrêts? C'est que, nonobstant ces garanties procédurales, lorsque un mandat d'arrêt européen est émis par un État membre, l'État requis peut
suspendre l'exécution de celui-ci, en tout cas éventuellement potentiellement ne pas l'exécuter, s'il estime que l'État requérant ne respecte pas certains droits fondamentaux, notamment l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui bien sûr prohibe les traitements inhumains et dégradants, et ça renvoie notamment à la thématique des conditions de détention de l'État requérant un mandat d'arrêt européen. Voilà pour dresser le panorama de ces garanties procédurales. Bien sûr, on faut aller toujours un peu plus loin. Je parlais de la directive sur les personnes vulnérables. Finalement, elle ne concerne in fine que les mineurs. Mais voilà, il y a eu bien sûr des études, des discussions au Conseil sur ces thématiques. Ça a été notamment discuté au Conseil Justice Affaires Intérieures, enfin au Conseil Justice de janvier 2020 sous présidence portugaise. Et ce qui en est ressorti, c'est que voilà, les personnes vulnérables au sens adultes touchés d'une incapacité, pas besoin d'une harmonisation minimale ou de reconnaissance, puisque dans tous les États membres, ces personnes font l'objet d'une protection particulière. Alors, reste en suspens la question de la détention provisoire. Dans la feuille de route sur la garantie procédurale, le Conseil avait invité la Commission expressément à légiférer dans de multiples domaines. Elle avait simplement demandé à la Commission d'engager une réflexion, de déposer un livre vert qui est dans le jargon européen, c'est la Commission débute une réflexion. Ça peut être la première étape, ensuite un livre blanc qui est un peu plus approfondi en termes de pré-législation qu'on anticipe. Que nous dit le livre vert, puisqu'il a été déposé en 2011 par la Commission, des multiples études se sont succédées ensuite, en 2016 notamment, c'est que globalement, la détention provisoire, les régimes de détention provisoire au niveau des critères de leur durée, est assez harmonisé en Europe, notamment parce que de nombreux outils, notamment du Conseil de l'Europe, notamment aussi bien évidemment la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, l'article 3 que j'évoquais, l'article 5 également, ont permis d'élever un niveau satisfaisant de garantie procédurale en la matière. Et ce qui donc ressort des discussions au Conseil, et ça a notamment été à l'ordre du jour du Conseil de la justice, Conseil des ministres de la justice sous présidence slovène le 7 octobre dernier à Luxembourg, c'est qu'il n'y a pas un besoin de légiférer en la matière. Et à ce titre, la Commission européenne devrait présenter des recommandations à la fin de l'année 2022 pour quand même optimiser notamment certaines conditions d'incarcération en Europe, puisque cela s'articule bien évidemment encore avec ces principes de confiance légitime, de reconnaissance mutuelle. C'est ce que j'indiquais notamment au regard de ces deux jurisprudences récentes qui concernaient les conditions d'incarcération au regard de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Alors, pour conclure, et Laurent, n'hésitez pas à me dire si j'ai encore dépassé mon temps de parole, simplement très rapidement, les perspectives, les actes de réflexion. Il y en a deux. Le premier, c'est de mettre stricto sensu, expressément, des motifs de refus dans les instruments de coopération judiciaire fondés sur l'irrespect par l'État requérant, de l'irrespect par celui-ci des garanties procédurales. Très concrètement, de juridiciser dans des actes législatifs contraignants la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la CEDH. Ça se fait. Prenons l'exemple d'un autre instrument de coopération judiciaire, la décision d'enquête européenne, c'est une directive de 2014 qui prévoit expressément, dans son article 11, des motifs de non-reconnaissance et de non-exécution. Exemple, si l'État requérant demande, vous savez, la décision d'enquête européenne, c'est ce qui permet à une autorité judiciaire de requérir d'une autre autorité judiciaire dans un État membre des actes d'investigation et des actes d'enquête, des recueils de preuves. Ça s'est substitué à l'accord d'entraide judiciaire de 2000, et c'est un instrument juridique très, très précieux pour les praticiens. Très concrètement, cet article 11 nous dit si l'objet des investigations concerne des faits qui ont fait l'objet déjà d'un jugement définitif, on serait dans un cas de nebis in idem, eh bien l'État requérant peut ne pas exécuter. Donc il y a toute une série effectivement de motifs de non-exécution et de non-reconnaissance de la demande. La question qui se pose, c'est parce qu'il y a une multitude d'instruments juridiques qui sont antérieurs à cette
à cette nouvelle politique, disons, législative de mettre quelques motifs de refus, notamment parce qu'ils sont antérieurs au traité de Lisbonne. Et donc l'idée, c'est de les réouvrir. Et prenons l'exemple de la décision cadre de 2002 sur le mandat d'arrêt européen. Dans celle-ci ne figurent pas des motifs de refus spécifiques au motif que l'État requérant ne respecte pas les droits fondamentaux. Le risque, c'est ce que j'avais indiqué lors du colloque à Strasbourg, c'est que ça pourrait être une fausse bonne idée. Enfin, en tout cas, il faut être vigilant. Remettre des motifs de refus fondés sur l'irrespect des droits fondamentaux, bien évidemment, ça va dans le bon sens, c'est même le sens de l'histoire, évidemment, c'est très louable, mais le risque, ça serait de rouvrir les discussions sur le mandat d'arrêt européen et finalement de s'exposer au risque et d'avoir un recul en matière d'entraide. C'est ce que j'étais revenu à Strasbourg sur le contexte très particulier d'avènement de la décision cadre de 2002 sur le mandat d'arrêt européen, de juin 2002. C'est que c'est moins d'un an après les attentats du World Trade Center. Et donc, c'est ce qui a permis, alors même qu'on était à l'unanimité, d'avoir un outil intégré, c'est vraiment le fleuron de la coopération judiciaire. Une autorité judiciaire a une compétence quasiment liée. Voilà, donc c'est vraiment de l'entraide très précieuse. Si on réouvrait le débat et on mettait des motifs de refus, le risque, voilà, il faut être vigilant. Le risque, ça serait effectivement de mettre des motifs de refus et donc ça pourrait finalement mettre un frein et engendrer un recul de cet outil qui est très opérationnel, qui fonctionne bien et qui est quand même effectivement contrôlé par les autorités judiciaires et sous le contrôle encore plus conséquent, bien évidemment, au-dessus des deux juges que sont les juges de Luxembourg et de Strasbourg, comme je l'ai indiqué. Donc voilà. Autre tendance, et j'en terminerai là, c'était mon point de conclusion, c'est que globalement, beaucoup de choses ont été faites en matière de garantie procédurale au profit de la personne mise en cause dans la procédure pénale, de la personne suspectée. La tendance actuelle est de glisser sur les garanties procédurales au profit des victimes dans la procédure pénale. Alors, ça existe déjà, il y a des textes très spécifiques. Pensons à la directive de 2012, la directive 2012-29 UE sur les droits des victimes dans les procédures pénales. Il y a également la directive de 2011-99 sur l'ordonnance de protection européenne qui permettent à une victime qui est potentiellement menacée, notamment dans le cadre de violences conjugales par son ex-conjoint, d'avoir effectivement une mesure de protection, une sanctuarisation de son domicile, voilà, et donc de faire tout simplement reconnaître cette ordonnance par une autre juridiction dans un autre État de l'espace européen. Donc il y a déjà des outils. La tendance, plus par saupoudrage, si vous me permettez l'expression, c'est de mettre des garanties procédurales pour les victimes un peu dans beaucoup d'instruments juridiques. Et j'en terminerai par là. La Commission doit présenter, ça sera l'une des priorités françaises d'impulsion de négociation au Conseil pendant sa présidence du Conseil de l'Union. Ça sera une de ses priorités. La Commission donc, doit déposer normalement le 8 mars prochain, Journée internationale des droits des femmes, ce n'est pas un hasard, une proposition de directive relative à la lutte contre les violences de genre et notamment la lutte contre les violences faites aux femmes et les violences domestiques. Et nous savons déjà, au regard des échanges que la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne peut avoir avec la Commission également sur ce texte, nous savons déjà que, indépendamment des thématiques d'harmonisation minimale de certaines infractions fondées sur le genre, il y aura un chapitre entier sur la prise en charge des victimes, l'accueil de celles-ci, l'accès à la justice, notamment au regard de la singularité de ces victimes au regard de leur genre, notamment des femmes victimes de violences. Je pourrais multiplier également les exemples sur d'autres outils. Voilà. Donc, retenons que voilà, la tendance actuelle, puisque beaucoup a été fait en matière de droits des personnes mises en cause, c'est plutôt les droits des victimes, l'harmonisation, la reconnaissance des droits des victimes dans la procédure pénale. C'est la tendance actuelle en matière de garantie procédurale en Europe. Voilà, j'ai peut-être déjà été trop long. Je vous remercie de m'avoir encore donné la parole sur ces thématiques très importantes et je me tiens à votre disposition pour tout complément. Merci beaucoup, Laurent, d'avoir dressé ce panorama des directives et des garanties procédurales et d'avoir souligné effectivement que dans le cadre du mandat d'arrêt européen, une éventuelle réforme serait peut-être dommageable ou tout au moins affaiblirait la décision cadre
qui régit le mandat d'arrêt européen. Et je note d'ailleurs qu'il y a une tendance dans certains États, compte tenu de la crise de l'état de droit, à se fonder sur le fait que les juridictions dans certains pays ne respecteraient plus l'état de droit pour refuser de remettre un accusé dans l'État qui souhaite effectivement que cet accusé puisse être transféré. Donc on le voit bien, certains États désormais invoquent l'état de droit pour s'opposer, considérant que la procédure ne serait plus équitable dans ce pays et notamment en Pologne. Et sur cet aspect aussi, sur le deuxième aspect que vous avez souligné, sur le droit des victimes, je crois aussi qu'il y aura une réflexion qui est menée sur les victimes dans les crimes de masse, et un colloque, semble-t-il, doit être organisé par le ministère de la Justice sur cette problématique particulière des victimes dans les crimes de masse, et nous pensons particulièrement à tous les grands procès sur le terrorisme notamment, mais aussi d'autres thématiques qui pourraient être avancées. Donc je vais tout de suite, merci encore Laurent, et je vais donner tout de suite la parole à Hélène Gacon, qui va nous parler d'un sujet qui est lui aussi au cœur de cette présidence française et qui touche aussi bien le ministère de la Justice que le ministère de l'Intérieur, c'est la protection des migrants. Donc Hélène, je vous cède tout de suite la parole. Merci Laurent. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs et chers consoeurs et chers confrères. Je suis amenée à intervenir sur l'examen des modalités selon lesquelles on pourrait améliorer la protection des droits des migrants. Vaste sujet depuis plusieurs décennies et je pense encore pour longtemps. Alors, Jérôme Gavaudan, Monsieur le Président, vous avez évoqué tout à l'heure le vague à l'âme de la justice et évidemment, s'agissant des migrants, c'est une question que nous percevons praticiens du droit des migrants depuis de nombreuses années et contre lequel nous tentons de résister ou en tout cas d'imaginer des alternatives, notamment pour renforcer les droits des migrants. Alors, je voudrais, dans un premier temps, peut-être sous forme d'énumération, de description, m'attacher à vous présenter les différentes actions qui sont menées par le Conseil national des barreaux, justement dans le but de protéger les droits des migrants ou d'améliorer, soit de manière concrète, soit de manière, je dirais, plus théorique, notamment dans le cadre législatif. Et ensuite, peut-être commenter l'une des dispositions les plus importantes, en tout cas la première examinée actuellement dans le cadre des textes qui sont soumis par la Commission européenne au Parlement européen et au Conseil pour la mise en œuvre du pacte de l'asile et de l'immigration qui a donc été présenté par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, au mois de septembre 2020. Alors, quelles actions mises en place par le Conseil national des barreaux pour fournir une assistance juridique aux demandeurs d'asile? Elles sont, je dirais, assez nombreuses, non pas parce qu'il y a une certaine prétention de ma part, mais parce que la mobilisation est forte. Des actions de formation qui sont menées conjointement par le Conseil national des barreaux et la délégation des barreaux de France, qui ont co-organisé ces dernières années des modules de e-learning à destination des avocats en matière de standards européens applicables aux procédures d'asile. Il y a été fait allusion tout à l'heure, sachant que ces e-learning ont été développés initialement par le programme HELP de formation professionnelle de justice du Conseil de l'Europe, qui apporte de nombreux éclairages en matière de standards européens applicables en la matière. Et il nous semble qu'il est fondamental que les avocats se saisissent de ces standards.
Autre action menée par le Conseil national des barreaux, et d'ailleurs souvent conjointement avec le CCBE, le suivi législatif en France, notamment nous avons été très actifs dans le cadre de la réforme du 10 septembre 2018 qui a eu un impact extrêmement important concernant le droit d'asile et le droit des migrants. Et je dirais que cette action s'est inscrite dans le droit fil de celle qui avait été menée par mes prédécesseurs, notamment au moment de la réforme de 2015, dont le principal objectif était précisément de transposer les directives de 2013, la première sur les garanties minimales d'accueil et la seconde sur les garanties minimales de procédure. Donc, travail, je dirais, de plaidoyer, très traditionnel, mais très dense, dans le cadre de cette réforme du 10 septembre 2018, et qui, de manière tout aussi traditionnelle, se traduit également par un suivi législatif, tant concrètement pour la mise en œuvre que pour la réflexion, et notamment c'est dans ce cadre que j'ai été auditionnée tout récemment dans le cadre de la mission des parlementaires à l'Assemblée nationale sur le suivi de cette réforme qui donnera lieu à un rapport en principe très prochainement. Autre aspect concernant justement ce suivi législatif, une question qui nous intéresse au plus haut point, qui est celle des vidéo-audiences devant la Cour nationale du droit d'asile, à propos desquelles il existait précédemment une simple faculté et qui est devenue une obligation lorsqu'elle se déroule sur le territoire, dans les territoires d'outre-mer. Mais depuis 2018, le législateur a décidé que cette faculté de recourir à ce mode de déroulement des audiences soit élargie, dans un premier temps à titre expérimental dans 2 régions, autour de Nancy et de Lyon, et qui ont certainement vocation à être systématisées par la suite. Alors, pour cela, la profession s'est très fortement mobilisée, à tel point qu'il a été décidé qu'un médiateur serait désigné. Concrètement, il s'agit de M. Alain Christin, qui est conseiller d'État, et sous l'égide duquel de très nombreuses réunions se sont tenues et qui ont abouti à la conclusion d'un vade-mecum qui contient véritablement le mode d'emploi de l'utilisation de ce procédé des vidéo-audiences, aussi de la possibilité de pouvoir exprimer une option en faveur d'une audience en présentiel, mais dans l'hypothèse où celle-ci n'aurait pas été choisie, pour le déroulement des audiences en vidéo, par des moyens audiovisuels, eh bien, un mode d'emploi qui a été décliné véritablement comme une grammaire, et qui d'ailleurs a vocation à servir d'exemple pour les audiences en vidéo dans d'autres matières, notamment en matière pénale ou en matière civile. Le suivi jurisprudentiel de la Cour européenne des droits de l'homme et les relations institutionnelles constituent, je dirais, le cadre tout à fait naturel de l'activité, notamment grâce à l'aide de la délégation des barreaux de France, qui est notre interlocuteur privilégié et qui sert de relais auprès des institutions de façon extrêmement précieuse. Le Conseil national des barreaux est également membre du conseil d'administration de l'association ELIL, que vous connaissez certainement, qui est une association constituée de droit allemand, mais qui est en réalité une initiative d'avocats développée à l'échelon européen, et dont l'objectif est de structurer la défense des migrants présents en Grèce, puisque vous savez que la Grèce est l'un des principaux points d'arrivée sur le territoire de l'Union européenne, que les autorités grecques ont été amenées à prendre des dispositions dans l'attente de la désignation de l'État responsable du traitement de la demande d'asile en application du règlement Dublin, que ces opérations durent souvent très longtemps, et que pour cela, une assistance, ça est absolument nécessaire, tant pour informer les migrants que pour les
aider à structurer la défense pour le cas où des procédures seraient engagées. Pour cela, donc, des confrères de l'ensemble des pays européens sont candidats pour mener des missions orchestrées par l'association ELIL sur leur temps bénévole. C'est important de le souligner. Ce rôle d'ELIL est de structurer cela, et le CNB est particulièrement investi en tant que membre du conseil d'administration. Autre point, je dirais, de tension que nous connaissons très bien concernant le droit d'asile et celui de Calais, je dirais plus globalement tout le littoral, puisque ça s'étend même jusqu'à Cherbourg, voire maintenant aussi dans le nord de la Bretagne. Et pour cela, nous tentons, et là je suis très optimiste, de reprendre le relais d'une convention de partenariat qui avait été conclue notamment sous l'égide de la conférence des bâtonniers en 2016, mais qui malheureusement a très vite été avortée avec le démantèlement de la jungle au mois d'octobre 2016. Et donc il nous a semblé, à Laurence Roch, président de la commission liberté de droits de l'homme, et moi-même, de redonner une impulsion en nous inspirant très fortement de ce précédent, mais en structurant davantage cette coopération qui pourrait être organisée à la fois par les représentants de la profession localement, c'est-à-dire bien sûr avec une implication de tous les barreaux au niveau local, mais aussi donc de la conférence des bâtonniers, du Conseil national des barreaux et des associations qui sont présentes sur place, qui effectuent un travail quotidien d'assistance juridique qui est extrêmement précieux. Et donc l'idée est d'organiser des formations, et d'ailleurs la première s'est tenue hier auprès des bénévoles des associations qui interviennent donc sur le terrain. Le deuxième objectif est d'établir un dialogue structuré avec les barreaux locaux, donc pour améliorer la coordination de l'assistance juridique qui peut être effectuée. Il faut savoir que, par exemple, une personne qui est en rétention administrative à Calais va comparaître devant le juge des libertés de la détention à Boulogne, mais si elle conteste la décision auprès du tribunal administratif, c'est celui de Lille qui est compétent, que donc là, ce sont d'autres confrères qui seront amenés à intervenir. Et si enfin c'est en appel, on ira à Douai. Et donc la coordination entre le travail successivement mené par les différents confrères peut tout à fait avoir un intérêt à être développé. Voilà donc les principaux objectifs de cette convention de partenariat que nous sommes en train de rédiger par des réunions qui se tiennent avec une motivation qui est déjà très certaine de la part de tous les participants. Alors, une autre question qui se pose est de savoir ce que pourrait penser au Conseil national des barreaux de créer un mécanisme de contrôle qui serait indépendant pour évaluer les pratiques des États membres aux frontières de l'Union européenne. Je mets l'accent là sur la proposition de règlement donc, qui est envisagée dans le cadre du pacte annoncé par Madame Ursula von der Leyen au mois de septembre 2020 et qui tend à établir un filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures de l'Union européenne, au sujet duquel, d'ailleurs, je me permets d'attirer votre attention sur le fait que tant le CCBE que le CNB ont déjà adopté un rapport, chacun un rapport, qui sur le fond sont très convergents évidemment, des résolutions justement pour exprimer des réserves sur de nombreux points que contient cette proposition de règlement, et du point de vue général, mais également au regard du rôle que les avocats pourraient jouer auprès des ressortissants de pays tiers aux frontières de l'Union européenne. Alors, l'idée de cette proposition de règlement est d'imposer une procédure de filtrage aux ressortissants de pays tiers
qui arrivent de manière irrégulière aux frontières extérieures d'un État membre, y compris ceux qui arrivent après avoir été débarqués dans le cadre d'opérations de sauvetage en mer, donc on ne se limite pas aux frontières terrestres, ainsi qu'aux ressortissants d'États tiers qui seraient interpellés donc, sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne et qui séjourneraient ou qui seraient arrivés de manière irrégulière. Donc vous voyez que la portée de ce contrôle qui est envisagé est extrêmement vaste. Et l'idée, l'objet de cette procédure qui est donc prévue dans cette proposition de règlement est d'identifier la personne et, je dirais de manière très accessoire, ses besoins par la consultation donc de données numériques qui la concernent et en la soumettant à un examen médical non pas pour la protéger, mais plutôt pour tenter de détecter les éventuels indices de vulnérabilité et pour notamment à l'égard des enfants qui sont mineurs. Et cette proposition de règlement nous indique qu'à l'issue de ce filtrage, un formulaire de compte-rendu est établi, c'est tout. Et je reviendrai sur ça, et c'est tout à fait inquiétant parce que la conséquence de ce formulaire, de ce compte-rendu, s'il est négatif, et que la personne n'est pas autorisée à entrer sur le territoire de l'Union européenne, qu'elle peut être orientée soit vers une procédure d'asile, soit vers une procédure d'éloignement. Et dans toutes ces hypothèses, on constate que au premier stade, il n'y a aucune possibilité pour ces personnes qui sont donc en phase d'être identifiées d'exprimer la nécessité de bénéficier d'une protection, c'est-à-dire de solliciter l'asile, alors que tous les États membres de l'Union européenne sont signataires de la Convention de Genève et se sont par là engagés à ce que la protection soit examinée, en tout cas la nécessité soit recueillie dans les délais qui soient les plus brefs. Alors, le CCBE, comme je vous l'ai dit, et le CNB ont exprimé dans leurs rapports respectifs des réserves qui sont extrêmement importantes, notamment parce que, comme je vous l'ai dit, ces opérations de filtrage débouchent seulement sur l'établissement d'un formulaire de compte-rendu. Ce n'est pas une décision. Ce n'est pas une décision, donc elle n'est pas motivée et surtout, elle ne donne lieu à aucune possibilité d'exercer un recours qui devrait être effectif, c'est-à-dire réel, qui devrait exister, mais aussi qui devrait être suspensif, justement pour que les droits des personnes restent protégés aussi longtemps qu'il n'est pas statué définitivement sur cette décision qui est prise sur cela. Se pose également, puisqu'on parle aussi des questions de droits procéduraux, une question qui est extrêmement importante. La proposition de règlement indique que pendant ces opérations d'identification, les personnes peuvent être placées dans un centre donc, de détention qui se situe soit à la frontière même sur le territoire de l'Union européenne, donc de franchissement, ou même dans l'État tiers frontalier. Et donc, va se poser une question très concrète qui est de savoir quel droit on va appliquer sur le territoire de cet État tiers. Peut-on appliquer les garanties prévues par le droit de l'Union européenne sur le territoire d'un État qui n'est pas partie au droit de l'Union européenne et dont les dispositions nationales sont inconnues ou en tout cas ne sont pas vérifiées au regard de leur compatibilité du droit de l'Union européenne. Donc, ce sont des points d'inquiétude qui sont extrêmement importants et qui nous amènent très naturellement à demander d'une part qu'il y ait un mécanisme de contrôle qui devrait être obligatoire et qui devrait être celui d'organisations internationales ou bien d'autorités administratives indépendantes, comme nous avons ici en France avec la contrôleur générale des lieux de privation de liberté. Et surtout, qui devrait garantir la possibilité pour les avocats d'intervenir soit à titre individuel, soit de manière collective. Alors, à titre individuel, c'est évidemment pour pouvoir être aux côtés de l'intéressé pour qu'il ait accès à toutes les informations, notamment la possibilité de recevoir la communication, mais aussi pour
intervenir auprès des autorités qui procèdent à ces opérations d'identification, de recueillir les informations pour éventuellement exercer les recours qui s'avéreraient nécessaires. Je vous ai indiqué tout à l'heure que ces opérations d'identification sont menées au regard des bases de données numériques, à propos desquelles nous connaissons les garanties qui ont été déjà prévues par le droit de l'Union européenne, même si nous savons qu'elles devraient encore être renforcées. Et tout cela, ce sont des exemples qui révèlent à quel point l'intervention de l'avocat, en tout cas dans le cadre individuel, est absolument nécessaire. Un droit de visite général des avocats, et c'est le point sur lequel je terminerai, pour vous indiquer que il nous semble tout à fait indispensable, autant au Conseil national des barreaux qu'au CCBE, que le regard extérieur dans ces lieux de privation de liberté est tout à fait nécessaire. C'est une garantie qui est absolument fondamentale pour tous, c'est-à-dire bien sûr pour les personnes qui sont détenues, mais aussi pour la société civile dans son entier. Et pour cela, il nous semble que les avocats devraient pouvoir exercer un droit de visite de manière générale, comme cela est déjà prévu en droit français pour les centres de rétention administrative, pour les zones d'attente, pour les locaux de garde à vue, où ce droit de visite est ouvert aux parlementaires nationaux, aux parlementaires européens et depuis quelques jours aux bâtonniers. Et il nous semble que l'ensemble de ces garanties devraient être purement et simplement reprises dans le cadre européen. Alors, la France préside l'Union européenne pendant les 6 mois qui ont débuté là, le 1er janvier, et pour cela, il me semble qu'il est absolument indispensable qu'elle donne l'exemple avec ce qu'elle connaît déjà dans son arsenal législatif, en exigeant auprès de l'ensemble de ces États membres que nous ayons des niveaux de garantie qui soient suffisants, notamment au regard du rôle que l'avocat peut être amené à exercer, tant dans le cadre de l'assistance individuelle que dans le cadre d'un droit de visite général tel qu'il vient d'être ouvert en faveur des bâtonniers. Je vous remercie. Merci beaucoup, Hélène, d'avoir dressé ce panorama national et européen sur la politique migratoire et d'avoir notamment rappelé le rôle de l'association ELIL, European Lawyers in Lesbos, qui a été créée d'ailleurs par un ancien président du Conseil national des barreaux et ancien président du CCBE, Michel Bénichou, qui est véritablement l'inspirateur de cette association. Et je sais que tous les avocats qui sont partis là-bas, qui ont pu effectivement, de manière pro bono, aider cette association à remplir ses missions, ont tous été satisfaits du temps qu'ils ont passé là-bas, dans des conditions qui n'étaient pas toujours très très faciles. Mais je crois que c'est un bon exemple de la solidarité des avocats européens. Et j'invite d'ailleurs toutes les jeunes consoeurs et les jeunes confrères à s'investir auprès d'ELIL, qui est véritablement une réussite des barreaux européens et de l'engagement que nous, avocats, nous devons notamment vis-à-vis des migrants. Alors je vais maintenant, un grand merci encore Hélène, et je vais donner la parole à Marion Coufignal qui va nous parler du troisième thème de ce colloque, la responsabilité sociale des entreprises. Alors, nous attendons toujours la proposition de la Commission européenne sur le devoir de vigilance. C'est une proposition qui devait être déclinée par la Commission européenne au mois de juin dernier. Des retards se sont succédés. Les études d'impact qui sont le préalable nécessaire à une proposition de la Commission européenne, 2 études d'impact ont été successivement rejetées par l'organisme qui est chargé effectivement de vérifier si l'étude d'impact répond aux critères qui ont été dressés par la Commission européenne. On nous dit effectivement que cette proposition devrait sortir avant la fin de la présidence française. Nous n'avons à ce jour aucune autre information confirmée, mais c'est vrai que cette initiative de la Commission sur le devoir de vigilance est véritablement un enjeu fondamental pour nous, avocats,
et pour le rôle que nous aurons à jouer effectivement dans le cadre de ce devoir de vigilance. Et donc, Marion, à toi la parole et présente-nous évidemment les enjeux de cette responsabilité sociale des entreprises. Merci Laurent, bonjour à toutes et tous. Effectivement, comme l'a rappelé le commissaire européen à la justice lors du colloque qui a eu lieu le 12 janvier dernier, on ne peut pas nier l'urgence climatique et les attentes des consommateurs qui sont croissantes en matière de respect des droits humains, sociaux et environnementaux. Et c'est dans ce contexte-là que l'Union s'est fixé des objectifs de durabilité et de transition écologique ambitieux. Mais comme l'expliquait Pascal Durand, qui est rapporteur au Parlement européen du projet de directive sur le reporting extra-financier, ça ne peut pas fonctionner et on ne peut pas remplir collectivement ces objectifs si chacun ne prend pas sa part. Et donc chacun, ça veut dire aussi les entreprises et toutes les entreprises de l'Union européenne ou les entreprises de pays tiers qui interviennent sur le marché de l'Union européenne, puisque on ne peut pas tout attendre des États en matière de développement durable. Et donc, comme nous l'a expliqué le commissaire européen à la justice, l'Union s'est fixée pour objectif de créer un régime européen de responsabilité environnementale et sociétale des entreprises, ce qui passe par la nécessité d'avoir sur le marché des règles qui sont évidemment les mêmes pour tous, claires, non arbitraires et partagées, et qui permettent de protéger les entreprises qui sont vertueuses et qui interviennent sur le marché de l'Union par rapport à des entreprises qui le seraient beaucoup moins. C'est un enjeu essentiel pour les entreprises parce que c'est un enjeu de compétitivité, un enjeu de réputation. Et le reporting extra-financier a vraiment vocation à devenir aussi important que le reporting financier. C'est vraiment quelque chose qu'il faut pas oublier parce que quand on dit reporting extra-financier, on dit analyse et certification de données, notamment juridiques. C'est par exemple celle de la chaîne de contrats de sous-traitance. Ce sont des audits de conformité qui vont concerner l'environnement, les droits humains, tout ce qui est lutte contre le blanchiment, la corruption. Et donc on est vraiment dans le cœur de métier des avocats. Et c'est pour ça que notre profession a vraiment toute sa place à prendre sur ce marché de la RSE pour accompagner nos clients. Et la profession doit se saisir de cet enjeu vraiment essentiel pour elle, puisque c'est important qu'on soit tourné vers l'avenir en la matière. Et d'ailleurs, enfin, j'ai envie de vous dire, c'est pas l'avenir, hein, c'est vraiment le présent. C'est pour ça qu'on doit absolument se former, et penser à proposer des prestations et à communiquer sur notre capacité à accompagner les entreprises sur l'extra-financier avec une vision vraiment à 360 degrés. Les avocats ont toute leur place à prendre en fait sur l'intégralité du déroulement de la chaîne en matière de RSE. Et on est insuffisamment présent aujourd'hui sur toutes les étapes. C'est vrai qu'on a tendance à intervenir un peu en curatif lorsqu'il y a un contentieux et une difficulté qui naît, alors qu'en réalité, vraiment, le conseil juridique a vocation à s'appliquer dès le départ, justement, en amont, à l'étape du conseil, pour aider l'entreprise à déjà connaître et comprendre les règles auxquelles elle est assujettie, à se mettre en conformité, éventuellement à élaborer ses propres règles internes, puisqu'il y a des enjeux, je vous le disais tout à l'heure, vraiment fondamentaux en termes de réputation, en termes de sécurisation de ses investissements. Et puis aussi intervenir sur le marché de la certification, puisque pour la partie en tout cas des données qui sont des données à caractère juridique, on a évidemment toute notre place pour se positionner comme étant capable d'assurer ces données. Alors évidemment, on est capable d'assurer ces données dans la mesure où on a des règles déontologiques vraiment qui garantissent notre indépendance. Donc ça va de pair avec le fait de ne pas pouvoir certifier des données pour les clients qu'on conseille évidemment en amont ou qu'on défend lorsqu'il y a une difficulté. Et puis, c'est quelque chose qu'il faut qu'on démontre et sur laquelle il faut qu'on communique auprès des entreprises et des pouvoirs publics d'ailleurs, qui est de dire, voilà, on est là, nous, collectivement, la profession d'avocat, pour accompagner au niveau du conseil, au niveau de la certification des données juridiques et au niveau, ensuite, évidemment, du contentieux quand il y a un problème.
C'est important parce qu'on est concurrencé sur ce marché, notamment sur le marché du conseil, de la mise en œuvre en amont des bonnes pratiques des entreprises. Il y a énormément de tiers qui sont des consultants divers et variés, qui appartiennent pas forcément à des professions réglementées, donc qui n'ont pas nos garanties, que ce soit en termes d'assurance, en termes de déontologie, en termes d'indépendance. Donc il faut être vigilant et aussi informer les entreprises, voilà, parce que il faut s'interroger quand même sur la qualité à agir de ces tiers sur ce type de mission. Et donc, voilà, c'est très important qu'on soit présent parce que le risque juridique, c'est pas seulement en fait un risque financier. Et pour que les entreprises puissent sécuriser leurs investissements et leur réputation au regard vraiment des attentes des consommateurs qui sont extrêmement virulentes actuellement, il faut qu'on les accompagne. Donc ça nécessite, au-delà de la formation des confrères, d'intégrer dans nos offres de services, évidemment, les problématiques RSE, tout au long de ces 3 phases que je vous ai expliquées. Et donc de se détacher quand même de cette, c'est pas cette réputation, mais en fait, de ce réflexe qui est de faire intervenir l'avocat vraiment sur l'aspect curatif. Parce que c'est très dommage et qu'on peut évidemment intervenir bien en amont. Et puis, il ne faut pas oublier que, indépendamment de cette question de ce qu'on peut fournir à nos clients en termes de services, dans la mesure où chacun doit prendre sa part pour atteindre les objectifs de développement durable, nous, en tant qu'avocats, c'est important aussi qu'on y participe parce que ça nous positionne aussi dans la société civile dont on est acteur. En aidant nos clients à remplir leurs obligations en la matière, on poursuit notre mission quand même, qui est d'être les défenseurs des libertés fondamentales, les défenseurs de ce qui tient à cœur à nos concitoyens, et ils doivent savoir qu'ils peuvent compter sur nous, puisque la RSE, c'est vraiment s'inscrire dans la protection des droits humains, la protection des droits sociaux, la protection de l'égalité, la lutte contre le réchauffement climatique. Et donc, c'est vraiment un rôle, je pense, que nous aurons à cœur, en fait, collectivement, d'assumer. Et puis, il ne faut pas oublier que les cabinets d'avocats sont des entreprises en tant que telles, et qu'en tant qu'entreprise, on est aussi des sujets de RSE, et qu'on doit être partie prenante, que nos cabinets doivent s'inscrire eux-mêmes, en fait, en tant que sujet dans cette démarche RSE. En 2017, le Conseil national des barreaux a créé une charte de responsabilité sociétale des cabinets d'avocats. Cette charte, elle a été mise à jour au mois de novembre dernier. Ça va être mis en ligne sur le site du Conseil national des barreaux rapidement. Elle édicte des lignes directrices autour de 4 grands domaines qui sont la prise en compte des enjeux environnementaux, évidemment, la relation client, le pro bono et le fonctionnement interne des cabinets, c'est-à-dire tout ce qui va permettre la prise en compte de la parité, de la diversité, la transparence. Évidemment, je peux qu'inciter tous les cabinets d'avocats à aller lire cette charte, à s'en saisir, à essayer de mettre en œuvre au sein de leur cabinet tout ce qui est en leur pouvoir pour l'appliquer au maximum. Cette charte va s'accompagner bientôt d'un logo, d'une forme de label, en fait, que les cabinets pourront utiliser pour indiquer dans leur communication qu'ils se sont engagés et qu'ils respectent les objectifs qui sont fixés par la charte de responsabilité sociétale des cabinets d'avocats. Donc pour nous aussi, en fait, il y a un enjeu de réputation vis-à-vis de nos clients dans le fait de s'inscrire vraiment de manière active et positive dans une démarche RSE. Et d'ailleurs, c'est le sens de l'histoire, personne ne pourra le nier. Pour mémoire, en mai 2021, le G7 des avocats a adopté une résolution pour inciter les cabinets à prendre des mesures, notamment en termes de respect des objectifs d'émissions de CO2 pour 2050. Donc encore une fois, c'est un chantier qui nous intéresse à plusieurs titres. Je pense qu'on peut s'en réjouir et qu'il faut vraiment se lancer là-dedans sans aucune hésitation. Merci beaucoup Marion pour avoir rappelé le rôle central de l'avocat dans cette thématique de la RSE. J'ajoute, et on le voit bien, c'est une préoccupation européenne, que le Conseil des barreaux
européen vient de créer un nouveau comité droits de l'homme et environnement. Il y avait déjà un comité responsabilité RSE. Donc on le voit bien, hein, c'est une thématique qui existe dans beaucoup de pays, et beaucoup de barreaux européens sont véritablement très sensibles à cela et développent eux aussi, à l'exemple du Conseil national des barreaux, que l'on peut saluer, une charte. Et je sais que dans d'autres barreaux, l'idée d'une charte, ou même une charte qui existe déjà, fait son chemin. Donc merci d'avoir rappelé le rôle de l'avocat. Et nous attendons tous, comme je le disais tout à l'heure, ce qu'il adviendra de cette initiative de la Commission sur le devoir de vigilance, où là encore, je pense que nous devrons nous saisir de ce texte, car, tu l'as rappelé également, d'autres, comme on dit, stakeholders, d'autres parties prenantes, sont très très présentes aussi, et il nous appartient, nous, à la profession d'avocat, de montrer que, compte tenu de nos obligations déontologiques notamment, hein, que nous avons, nous pouvons être véritablement ceux qui agissent au mieux des intérêts de nos clients. Donc je vais désormais donner la parole à Mathieu Boissavi pour évoquer la 4e table ronde de ce colloque du 12 janvier de Strasbourg sur les procédures bâillons. Alors, il y a plusieurs appellations. Alors, on parle de SLAP en anglais, mais également, et c'est plutôt le terme que je retiendrai, de procédure d'intimidation judiciaire, qui en fait reflète bien la problématique de cette thématique, car il s'agit bien de lutter contre cette intimidation judiciaire. Et nous attendons d'ailleurs le texte de la commission qui devrait être publié dans les prochaines semaines, avec cette caractéristique que il faut bien retenir que dans la proposition de la Commission, ce seront bien évidemment des procédures transfrontières qui permettront l'application de ce texte. Il ne peut pas y avoir, même si cela existe, les procédures nationales d'intimidation judiciaire existent, nous les connaissons, mais dans le texte de la Commission, ce sera le caractère transfrontière qui sera effectivement le point central de cette proposition. Mais je laisse tout de suite la parole à Mathieu qui va nous dire un petit peu ce qu'il en pense de cette nouvelle procédure bâillon, mais qui existe pour les journalistes depuis bien longtemps. À toi, Mathieu. Merci Laurent. Bonjour à toutes et à tous. Laurent, tu as évoqué plusieurs termes pour définir, identifier ce que les Américains, les Anglo-Saxons appellent les SLAP, qui est l'acronyme de Strategic Lawsuits Against Public Participation, et qui veut dire également en anglais gifle. Tu as évoqué le terme de procédure bâillon, qui dit en lui-même ce que c'est. Hein, c'est une procédure pour faire taire. Et tu as évoqué l'idée d'intimidation judiciaire. C'est vrai que cette notion est a priori surprenante, car comment une action en justice peut-elle être l'instrument et l'objet même d'une injustice ? Comment une action judiciaire, qui est là pour engager un débat contradictoire sur des prétentions que chacun estime légitimes, n'est en fait qu'un moyen engagé pour harceler, intimider, voire ruiner la partie adverse. Et tu as évoqué notamment ces procédures, ces litiges transfrontaliers qui intéressent l'Union européenne, qui effectivement, en ce moment, à la suite d'une résolution du Parlement européen, cherche à prendre des mesures pour lutter contre ces types d'intimidation judiciaire. Alors, ce concept, il n'est pas né en Europe, il est né d'abord en Amérique du Nord, dans les années 70, d'abord aux États-Unis, et puis ensuite au Canada. Et c'est vers ces pays qu'il faut se tourner pour voir de quoi on parle. Les Québécois
ont donné une définition de ces mesures SLAPP, de ces procédures d'intimidation judiciaire. Selon un comité d'experts québécois, il s'agit pour l'essentiel de poursuites judiciaires entreprises contre des organisations ou des individus engagés dans l'espace public dans le cadre de débats mettant en cause des enjeux collectifs et visant à limiter l'étendue de la liberté d'expression de ces organisations ou individus et à neutraliser leur action par le recours aux tribunaux pour les intimider, les appauvrir et les détourner de leur action. Le CCBE, qui travaille encore aujourd'hui sur le projet de législation européenne, a proposé comme définition, pour les poursuites bâillons, des poursuites, des actions judiciaires qui peuvent être définies comme des actions en justice intentées contre des participants à la vie publique pour les empêcher d'informer le public et de rendre compte de questions d'intérêt public. Donc on voit bien par ces définitions qu'il s'agit d'une part d'actions judiciaires qui visent des journalistes, des lanceurs d'alerte, des syndicalistes, voire des défenseurs de droits humains, et donc également potentiellement des avocats, actions engagées contre eux par le plus souvent des entreprises ou des organisations qui sont mises en cause par ces lanceurs d'alerte, journalistes, etc., et des organisations ou entreprises qui disposent de moyens financiers importants qui leur permettent d'engager une ou plusieurs actions judiciaires contre les personnes visées, actions judiciaires qui ont pour principal but d'intimider, de faire taire. Et donc on a plusieurs types d'actions, c'est ce que je voudrais voir avec vous, et également plusieurs moyens de défense. Actuellement en France, on a quelques moyens de défense dans l'attente de la législation européenne. Mais comme tu l'as rappelé, cette législation européenne ne concernera que les litiges transfrontaliers. Donc il est fort probable que nous avons besoin également en France d'adopter des législations nationales pour les poursuites qui ne seront pas couvertes par la législation européenne. Je dois dire que lorsque nous nous sommes réunis à Strasbourg, il y avait dans la table ronde sur l'intimidation judiciaire, une illustration vivante, un exemple vivant de cas d'intimidation judiciaire. Il s'agissait du magistrat polonais Paweł Jasinsin, qui est venu spécialement de Pologne nous parler de la procédure disciplinaire dont il a, je dis le mot, été victime de la part de son propre État, et qui fait qu'aujourd'hui, il est suspendu de ses fonctions. Et pourquoi a-t-il été suspendu de ses fonctions? Parce qu'il a agi, il a pris des décisions qui ne plaisent pas au pouvoir exécutif en place polonais. Vous connaissez le débat qu'il y a sur la question de l'état de droit en Pologne. Le CNB a pris une résolution sur ce sujet. Et eh bien, par ses prises de position judiciaires et aussi publiques, par sa liberté, par son expression publique, eh bien, il a fait l'objet d'une procédure disciplinaire devant une chambre disciplinaire dont l'indépendance est contestée même au niveau européen. Et effectivement, nous pouvons penser que cette procédure dont il a fait l'objet est une forme de procédure bâillon, une forme de procédure d'intimidation à son encontre et à l'encontre d'ailleurs d'autres magistrats et même d'avocats polonais qui aujourd'hui sont sous la pression du gouvernement polonais en place. Nous avons d'ailleurs à cette occasion exprimé, quand je dis nous, c'est le Conseil national des barreaux, mais également le barreau de Paris aussi s'est exprimé à cette occasion par la voix de Vincent Nuret, qui était également présent dans cette table ronde. Nous avons exprimé notre solidarité à l'égard de ce magistrat et nous l'avons invité
à venir à Paris. Il sera à Paris le 12 février lors de la deuxième journée d'événements organisée par la délégation des barreaux de France et le barreau de Paris, le Conseil national des barreaux et la conférence des bâtonniers. Alors je disais, quel type de poursuite? Eh bien, il y a plusieurs types de poursuites envisageables, des poursuites civiles, pénales ou disciplinaires. Mais le plus souvent, nous avons en France 3 fondements juridiques qui sont invoqués dans le cadre de ces procédures Bayon. Le premier, c'est la contrefaçon. Lorsque celui qui a parlé, qui s'est exprimé et dont la parole déplaît, a utilisé des droits de propriété intellectuelle appartenant à celui qui est mis en cause. Je vais donner des exemples très précis. Il y a la procédure en dénigrement et il y a la procédure en diffamation ou en injure. Et je voudrais voir avec vous ces différents types d'actions judiciaires qui peuvent être menées, ainsi que leurs moyens de défense. En ce qui concerne la contrefaçon, je voudrais vous donner 2 exemples, 2 illustrations. Ça concerne des arrêts de 2003 et 2008. Il s'agissait de l'association Greenpeace, qui avait utilisé, dans le cadre d'une communication publique visant à mettre en cause dans un procès une société pétrolière et dans une autre une société qui s'occupe du nucléaire, utiliser des logos et les marques de ces sociétés dans le cadre de sa communication. Et les sociétés ont agi contre Greenpeace sur le fondement de la contrefaçon, en se plaignant d'avoir que ces logos et marques avaient été utilisés par l'association de défense pour l'environnement. Le juge français a considéré qu'il fallait faire primer la liberté d'expression de cette association sur les droits de propriété intellectuelle, et elle a estimé que ces droits, ces marques, ces logos n'avaient pas été utilisés dans un but commercial ou pour faire nourrir une confusion entre les activités de Greenpeace et les activités de ces sociétés, mais pour porter un débat sur des questions d'intérêt public, d'intérêt général. Et donc, les sociétés plaignantes ont été déboutées de leur action en diffamation. De même, sur le fondement du dénigrement, je vous rappelle que le dénigrement, c'est le dénigrement de produits et services d'une entreprise. Le dénigrement, c'est le fondement juridique, c'est l'article 1240 du Code civil, la responsabilité civile de droit commun. Et de même, là, il y a eu, il y a quelques années, une association qui avait critiqué l'utilisation de pistolets électriques dans le cadre de la sécurité publique par une marque bien connue. Eh bien, cette marque, cette société qui exploite ces pistolets électriques avait attaqué cette association sur le fondement du dénigrement. Et là encore, les juridictions françaises ont dit « Attention, certes, le produit est dénigré, puisqu'on en critique son utilisation et ses caractéristiques, mais ce n'est pas pour détourner la clientèle de ce produit. En tout cas, c'est pour évoquer une question d'intérêt général, d'intérêt public. Et donc, là encore, les juridictions ont fait primer la liberté d'expression sur le droit de la responsabilité civile. Enfin, la diffamation, autre fondement juridique utilisé dans le cadre de ces procédures d'intimidation judiciaire. C'est certainement l'action en diffamation est certainement l'action la plus utilisée par ceux qui souhaitent faire taire. Et alors, en France, vous le savez, nous ne connaissons pas, comme aux États-Unis, des punitive damages, c'est-à-dire que les dommages et intérêts qui sont accordés le sont en fonction du montant du préjudice, mais par le biais de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, il peut y avoir des montants de dommages et intérêts accordés assez importants, mais surtout, la demande elle-même n'est pas limitée.
Si bien qu'on a vu fleurir, à partir des années 2000, des actions en diffamation contre des lanceurs d'alerte, des journalistes, des syndicalistes, des actions en diffamation dans lesquelles le plaignant demandait des dommages et intérêts pour des montants exorbitants, plusieurs centaines de milliers d'euros parfois. Il est bien évident que ce type de procédure, même si on va le voir, les juges protègent en France très largement la liberté d'expression, il est bien évident que ce type de procédure peut intimider intimide et également engage des frais pour celui qui s'en défend. Et il y a notamment un journaliste très célèbre qui a, pendant 10 ans, a fait l'objet de plusieurs procédures en diffamation de la part d'un seul plaignant. Ces multiples procès en diffamation lui ont coûté énormément d'argent. Et il a toujours continué son métier, mais très certainement que d'un point de vue psychologique et d'un point de vue financier, ces actions lui ont beaucoup coûté, même si, à terme, au bout du bout, il a fini par gagner tous ses procès. Pardon. Alors, pour illustrer ce type d'action, je vais prendre une affaire que je connais bien parce que j'étais l'avocat de celui qui était poursuivi, mais je peux en parler parce que la presse en a parlé, et cette action a suscité un tel scandale qu'elle a donné lieu à une action de la part du ministère de l'Enseignement et de la Recherche, qui avait à l'époque, en 2017, créé une commission, la commission Mazo, pour se pencher sur ces cas de poursuite bâillons. De quoi s'agissait-il? Un professeur de droit avait rédigé dans une revue juridique de doctrine très célèbre un commentaire d'un jugement du tribunal correctionnel de Paris condamnant plusieurs sociétés pour des faits de pollution. Et ces sociétés avaient fait appel du jugement du tribunal correctionnel. Mais elles ont également engagé une procédure en diffamation contre le professeur de droit pour avoir rappelé dans son commentaire de jugement le jugement condamnant les sociétés pour des faits de pollution. Et les sociétés plaignantes, qui agissaient donc en diffamation contre le professeur de droit, disaient, en reprenant les termes du jugement, nous ayant condamnés, vous nous imputez un fait contraire à l'honneur et à la considération, puisque avoir commis une infraction et dire de quelqu'un qu'il a commis une infraction est un propos diffamatoire. Donc, vous êtes coupable de diffamation et nous demandons au tribunal de vous condamner à des dommages et intérêts substantiels. Le fait était surprenant et pardonnez-moi, indication importante, les plaignants n'ont pas agi en citation directe, ils ont agi en déposant une plainte avec constitution de partie civile, et vous savez qu'en matière de diffamation, le régime est particulier, puisque le juge d'instruction n'a pas la liberté d'apprécier si les faits sont constitués ou pas, c'est-à-dire qu'il est comme une chambre d'enregistrement. Dès lors qu'il reçoit une plainte en diffamation, la mise en examen de celui qui a tenu les propos est automatique, même si les propos ne sont pas diffamatoires. Et donc, pourquoi cette procédure particulière avait été choisie? Pour une raison simple, c'est pouvoir se prévaloir de la mise en examen du professeur de droit, en disant, voyez, ce professeur a été mis en examen, et donc c'était bien pour le stigmatiser. Et bien évidemment, donc, le professeur de droit avait été mis en examen par le juge d'instruction. Cette instruction a duré près de 2 ans, même si il n'y a pas eu d'acte particulier, comme vous le savez, mais bon, les lenteurs de la justice font que la procédure d'instruction a duré longtemps, et il y a eu un renvoi automatique devant le tribunal correctionnel. Devant le tribunal correctionnel, là encore, je le disais tout à l'heure, les juridictions françaises protègent
très largement la liberté d'expression. Devant le tribunal correctionnel, le professeur de droit a été relaxé. Il a été relaxé sur la bonne foi et il a obtenu des dommages et intérêts parce qu'il avait demandé une condamnation des plaignants pour procédure abusive, constitution de partie civile abusive sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale. Il a gagné, il a été relaxé et les sociétés plaignantes ont été condamnées pour procédure abusive. Mais elles ont fait appel et devant la cour d'appel, le jugement de relax a été confirmé, mais je voudrais vous lire la motivation de la cour parce que ce qui est intéressant, c'est un arrêt du 28 septembre 2017, cour d'appel de Paris. La cour d'appel de Paris, dans sa motivation, n'indique même pas que le propos, le commentaire de jugement du professeur de droit était diffamatoire. Elle considère que, dès lors que, je vous lis l'extrait de l'arrêt, dès lors que ne sont ni établis, ni même évoqués une animosité personnelle de l'auteur vis-à-vis des personnes morales ou physiques en cause, ou bien l'existence de propos étrangers à la question de droit traitée, le seul fait d'examiner le caractère diffamatoire d'un article tel celui rédigé en l'espèce par le professeur de droit est une atteinte à la liberté d'expression de l'auteur. C'est parce que les prévenus n'ont pas outrepassé les limites de cette liberté d'expression qu'en l'absence de diffamation, ils seront à nouveau renvoyés des fins de la poursuite et le jugement sera donc, à ce titre, confirmé. Donc, on voit bien là que la Cour d'appel a sanctionné l'action en diffamation entreprise par les plaignantes en disant « mais je ne veux même pas regarder si ce propos est diffamatoire, le seul fait de stigmatiser, d'engager des poursuites contre un professeur de droit qui écrit un commentaire d'une décision de justice est en soi sanctionnable et donc du coup la condamnation pour procédure abusive a également été confirmée. Alors, je disais tout à l'heure que les avocats eux-mêmes peuvent faire l'objet de procédures d'intimidation judiciaire. À quel titre? Eh bien, ça peut être des procédures civiles, pénales, mais c'est surtout des plaintes disciplinaires qui peuvent être engagées. Et j'attire votre attention sur le fait qu'avec la loi Confiance dans l'institution judiciaire, votée le 22 décembre 2021, il y a une réforme très importante de la procédure disciplinaire, et qu'aujourd'hui, avec cette loi nouvelle, ce ne sont pas simplement les clients d'un avocat qui peuvent se plaindre de lui auprès du bâtonnier ou du procureur général, mais la procédure disciplinaire peut être engagée par les tiers, et donc également par les adversaires des clients des avocats. On verra ce que la jurisprudence en dit, mais le fait aujourd'hui qu'avec cette loi nouvelle, les tiers, donc même un adversaire d'un client d'un avocat, peut très bien se plaindre du comportement d'un avocat, soit auprès du procureur général, soit auprès du bâtonnier, et si cela ne saisissent pas l'instance disciplinaire, les tiers peuvent saisir directement l'instance disciplinaire, avec la possibilité pour le président du conseil de discipline de rejeter sèchement des plaintes qui ne seraient pas, qui seraient, on va dire, abusives. Mais il n'y a pas de sanction à l'encontre d'une sanction particulière, en tout cas à l'encontre de ce type de plainte, sauf bien sûr les actions en dénonciation calomnieuse. Bien sûr, ça c'est le droit commun, mais vous savez comme moi combien ces actions, l'action en dénonciation calomnieuse est restrictive et n'est pas facile à mener jusqu'au bout. Alors, comment peut-on se défendre de ces... Une minute, Mathieu. Oh, pardon, de ces procédures biais. En matière de diffamation, l'exception de vérité, la bonne foi, bon. Mais surtout, il faut évoquer donc l'article 472 pour demander des condamnations pour abus de constitution de partie civile.
si on est en matière civile, il faut évoquer l'article 32-1 du Code de procédure civile. Il faut évoquer le nouvel article 800-2 du Code de procédure pénale quand on est en matière pénale, parce qu'en cas de relax, la personne poursuivie peut demander la condamnation du plaignant à payer ses frais d'avocat. C'est quelque chose de nouveau, je vous invite à le regarder. Il faut certainement que lorsque la législation européenne sera adoptée, voir quels seront les effets en matière dans le droit national, et si ce n'est pas suffisant, renforcer les sanctions en matière de poursuite pour sanctionner les poursuites bâillons. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup. Merci beaucoup Mathieu d'avoir donné des exemples très concrets qui reflètent un petit peu ces procédures d'intimidation judiciaire. Je rappellerai simplement, et tu l'as évoqué pour ce qui concerne nos confrères polonais, certains de nos confrères sont actuellement poursuivis pour le simple fait d'être les conseils des juges qui ont été suspendus. Et un deuxième exemple, c'est en Azerbaïdjan où certains de nos confrères azéris, eux, ont été radiés du barreau. Et je pense à un de nos confrères qui était le conseil devant la Cour européenne de nombreux particuliers ou organisations, et qui, par le fait qu'il avait fait condamner son pays par la Cour européenne des droits de l'homme, a été radié par le barreau. Donc ce sont deux exemples typiques effectivement de cette intimidation judiciaire. Et sans entrer dans un nouveau débat, on pourrait s'interroger aussi sur la question des poursuites déontologiques, où là encore on le voit bien, sans évoquer certains dossiers, mais est-ce qu'une poursuite, une plainte déontologique déposée par un confrère à l'encontre d'un autre confrère ne pourrait-elle pas s'assimiler à une procédure d'intimidation? Et on le voit bien avec, évidemment, dans l'objectif de cette plainte de vouloir effectivement que cet avocat visé par la plainte déontologique soit en quelque sorte, et entre guillemets, débarqué d'un dossier. Donc voilà, il y a beaucoup d'exemples qui existent, et je crois que cette thématique de l'intimidation judiciaire sera véritablement une thématique d'actualité. Il faudra nous en saisir, il faudra que le Conseil national des barreaux, évidemment, ait son avis, prenne position comme le fait le CCBE. Et tu l'as rappelé aussi, dans le cadre de cette proposition de la Commission que nous attendons, seront vraisemblablement concernés par cette initiative de la Commission. Les journalistes, évidemment, les défenseurs du droit humain, reste évidemment le cas des avocats, avec cet aspect transfrontalier qui existe moins pour les avocats que pour les journalistes ou pour les défenseurs des droits humains. Donc je voudrais encore te remercier et remercier évidemment l'ensemble des intervenants à cette table ronde, en donnant rendez-vous pour le prochain e-débat du Conseil national des barreaux, et en rappelant que le réflexe européen doit être évidemment au cœur de notre déontologie, car nous le savons, il faut être un conseil et savoir évidemment être informé des procédures et du droit de l'Union européenne, qui nous permet évidemment de pouvoir invoquer des moyens devant les juridictions nationales, et en cela effectivement de participer effectivement de ce réflexe européen. Encore merci.